Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être si nombreux, d'avoir répondu à mon invitation pour la présentation de mon livre. Donc, ça va être une présentation, c'est mon troisième livre, et c'est une présentation qui va être relativement courte, après laquelle vous pourrez me poser des questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Donc, on va passer tout de suite à la présentation du livre. C'est parti. Voilà, donc l'entreprise libérée, pourquoi comment, c'est le titre du livre. Et donc cette présentation et le livre ont l'objectif de vous montrer qu'au-delà des clichés que vous avez pu voir sur Internet ou dans différents témoignages, aller au-delà de ça, au-delà des idéologies, expliquer comment, et d'abord pourquoi, et puis comment on peut effectivement libérer son entreprise. Alors tout d'abord, avant de démarrer, ce qui est important, c'est ça veut dire quoi libérer son entreprise? Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Alors, de toute façon, ce qu'il ne s'agit pas, c'est de libérer l'entreprise de ses contraintes de fonctionnement ou des règlements qui limitent son champ et tout. Tous ces freins-là, je dirais, ils sont inhérents à l'entreprise. Ce qu'on cherche à faire, c'est la libérer des freins qu'elle a pu accumuler au cours de sa vie et de tous ceux qui l'empêchent d'être suffisamment agile et flexible pour pouvoir évoluer en fonction de l'évolution de son environnement. Donc, ce qu'on veut mettre, c'est mettre en place cette nouvelle forme d'organisation qui va permettre justement ces adaptations fréquentes et rapides aux événements extérieurs. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher, c'est à libérer des ressources technologiques et humaines de toutes les barrières qu'il peut y avoir, qui peuvent être organisationnelles, opérationnelles, relationnelles, et qui, en général, freinent justement cette efficacité et cette capacité à répondre rapidement. Alors ça part, tout ce que vous allez voir, ça part d'une conviction, c'est que dans les décennies qui viennent, les entreprises qui ne se seront pas libérées de leurs freins, etc., auront beaucoup de difficultés compte tenu comme je l'ai dit, des modifications très, très rapides de leur environnement. Et en fait, elles seront remplacées par des entreprises plus agiles qui auront su, elles, s'adapter justement à cette capacité de changer rapidement et qui l'auront fait au bénéfice non seulement de leurs clients, bien sûr, mais également de leurs employés et de leurs actionnaires. Alors, pourquoi j'ai cette conviction? Eh ben, c'est qu'en fait, il y a effectivement un certain nombre de rigidités dans les entreprises qui sont à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a des rigidités au niveau des structures. Alors, ces rigidités, elles sont liées à quoi? Elles sont liées aux frontières entre les différents silos, les différentes directions qui sont dans l'entreprise, qui vont créer des conflits d'intérêts, de politique, etc. Et puis surtout, il ne va pas y avoir de transversalité dans ce genre de structure. Mais il y a également des rigidités le long des opérations. Parce que vu le management hiérarchique, chaque fois qu'on va passer d'un îlot à un autre, d'un silo à un autre, pour répondre à une demande notamment d'un client, ben, il va y avoir des discontinuités dans l'enchaînement des tâches et qui évidemment va nuire à la réponse qu'on va apporter au client. D'autre part, il y a au sein des différents silos une vision extrêmement procédurale des choses qui va pas permettre de répondre à des événements éventuellement non prévus ou qui sortent un peu du cadre habituel. Et enfin, les centres de décision étant en général au niveau d'un management hiérarchique, eh bien, on aura beaucoup de mal effectivement à prendre soi-même, lorsqu'on est à un poste de travail, des décisions. Enfin, ensuite, il y a des freins qui viennent de la gouvernance, car la manière dont elle est écrite et elle est décrite, ben, elle va en fait plutôt être le reflet de ce management top-down, et donc les personnels auront du mal à remettre cela en cause, et évidemment le recours à des changements ne va pas être tellement facilité. Enfin, au niveau des relations humaines, aspect le plus médiatisé,
ben là, il va y avoir, compte tenu de ce qu'on a dit précédemment, un repli sur soi, un isolement des personnels qui n'auront pas la vision de bout en bout de ce pourquoi ils font et à quel intérêt et pour qui ils le font. Il va également y avoir une certaine défiance vis-à-vis du management qui peut plus ou moins brider l'autonomie, une forme de découragement parce qu'on leur a dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on leur a dit une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, on a alors l'impression que de toute façon, quoi qu'on fasse, rien ne se passera et les dysfonctionnements continueront à se produire sans que plus personne s'en préoccupe. Donc, l'ensemble de ces difficultés font qu'ils réduisent l'agilité et la réactivité des entreprises. Et effectivement, on ne peut pas dire que les entreprises vont disparaître du jour au lendemain, mais toutes sont frappées et toutes, à un moment ou à un autre, vont disparaître. On sait déjà qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises qui ne s'adaptent pas sont en train de disparaître face à une concurrente plus imaginative et qui va les concurrencer sur des voies souvent de manière indirecte. Alors, qu'est-ce qui amplifie ces rigidités? Parce que si elles existent, c'est qu'il y a un certain nombre de faits qui les facilitent. Alors, d'une part, il y a la formation des managers. Il est clair que les managers ont été formés à une certaine manière de manager, de diriger, de structurer une entreprise. Évidemment, ils vont reporter ces formations dans l'entreprise où ils vont agir. Bien sûr, les formations ont évolué, mais enfin, elles sont encore pour l'instant assez dans un mode assez classique de management. Il y aura également le fait que les innovations d'organisation sont relativement récentes et elles sont peu appliquées, c'est-à-dire que lorsqu'il va falloir trouver des voies d'évolution ou de réaction, on va plutôt faire une innovation de produits ou de procédures plutôt que chercher à adapter son organisation pour justement faire en sorte qu'on soit plus réactif. Ça n'empêche pas qu'on puisse faire les deux, mais on ne pense en général pas à cette innovation d'organisation. Ensuite, une des difficultés, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui cherchent à renforcer leur capacité financière en ayant recours à des capitaux risqueurs ou à des fonds de pension, que ceux-ci ont plutôt la volonté d'avoir une rentabilité assez immédiate, évidemment. Leur objectif c'est souvent pas de voir des progrès dont le vrai bénéfice se sentira non pas dans l'année, mais peut-être dans les 2 ou 3 ans qui viennent, bien que la démarche qu'on va présenter présente des intérêts et des bénéfices au fur et à mesure de la mise en œuvre de la démarche. Alors, ces difficultés sont surmontables, difficilement dans une organisation traditionnelle, mais on sait bien que depuis pas mal de décennies également, les entreprises ont trouvé des voies pour contrer un peu ces difficultés dont elles ont conscience. Alors, la difficulté qu'on rencontre, c'est d'abord que cette organisation traditionnelle est basée sur une systémique fondée sur les activités, les tâches et les opérations. C'est le fondement même des organisations actuelles. Et pourquoi est-ce que c'est difficile dans cette systémique-là? Eh bien, c'est parce que un certain nombre de difficultés apparaissent et que les changements qui ont été faits l'ont été faits de manière ciblée et isolée. Par exemple, on va voir apparaître des créations d'agences ou de groupes pour justement modifier le côté manichéen des managements, pour faire qu'on le répartisse un peu plus, pour le rendre plus près de la région ou des clients. On va également chercher à réduire les strates hiérarchiques en comprimant l'ensemble des niveaux hiérarchiques. On va également développer une orientation client, car on se rend compte effectivement on a du mal au niveau de la qualité, au niveau du respect des engagements. On va le faire par exemple à travers une démarche processus, on va le faire à travers le développement du plaisir au travail, le bien-être, le fameux bien-être au travail, et puis également une informatisation qui va essayer d'aider les personnels sur leur poste de travail pour justement que ce soit un peu plus réactif que ce que l'on fait habituellement sans ces outils-là. Alors, ces actions, elles sont focalisées et elles ont des effets limités parce que
parce que comme elles agissent sur un seul levier, en fait, sur les autres leviers sur lesquels elles n'agissent pas, eh bien, les obstacles perdurent. Et donc, on perd énormément d'agilité à cause de ça. Et pourquoi il est important qu'on agisse simultanément sur les différents leviers, c'est que, par exemple, si on souhaite avoir des équipes autonomes, eh bien, et qu'on crée des équipes autonomes, alors ces équipes vont pouvoir maîtriser les actions et les décisions qui sont non plus dans la structure, mais dans les opérations. De même, l'orientation client, qui est de l'ordre des opérations, elle va permettre la maîtrise des échanges, la maîtrise des évolutions dans le pilotage et dans les relations des individus les uns avec les autres. C'est pourquoi se libérer doit s'envisager dans une transformation globale et cohérente. Et on doit le faire en fait sur 4 leviers opérationnels qui sont les structures, donc comment est-ce qu'on répartit les ressources, aussi bien humaines que techniques, les opérations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va organiser la réponse à chacune des demandes, qu'elles viennent de l'interne ou de l'externe. Ensuite, il y a la gouvernance, c'est-à-dire celle qui va justement permettre de définir un certain nombre de règles qui vont justement permettre de travailler de manière beaucoup plus efficiente et en même temps réactive, capable d'être réactive et de réagir au changement de l'environnement. Et enfin, dans les relations humaines, faire en sorte que les individus aient à la fois du plaisir à travailler, une certaine autonomie pour pouvoir réagir, et à la fois aux actions immédiates et au changement de leur environnement et de la conjoncture. Alors, la démarche qu'on propose dans le livre, en fait, elle se permet de se libérer en 4 étapes d'évolution qui vont se dérouler au fur et à mesure sur chacun des axes. Et en fait, ce qui est important, c'est que cette démarche en 4 étapes, c'est que d'une part, sur chacun des axes, les 4 étapes assurent une cohérence fonctionnelle, c'est-à-dire que quand on passe d'une étape à une autre sur un axe donné, par exemple sur les structures, il y a une évolution des structures pour aller vers des structures qui sont des structures libérées. Et ça, sur chacun des axes. Mais en même temps, à chacune des étapes, sur chacun des axes, il y a une cohérence, c'est-à-dire faire en sorte que les structures, les opérations, la gouvernance et les relations humaines évoluent simultanément et de manière cohérente sur chacun de ces axes. Alors, la nouvelle systémique qui correspond à cette façon de faire et cette nouvelle démarche, en fait, elle est basée sur des processus de bout en bout, c'est-à-dire qu'elle part du client, on traite la demande, on retourne vers le client, on prend en compte l'ensemble des tâches qui sont capables de faire cela, mais c'est également vrai lorsque c'est un employé qui fait une demande et pour lequel on a une réponse, et ça peut être pour un partenaire, mais également avec l'administration, etc., etc. Donc chaque fois, on va se préoccuper de bout en bout de prendre en compte la demande, d'y répondre, et cela de manière totalement autonome. Ensuite, elle vise, en fait, comme ce dont on a parlé, à structurer les ressources de l'entreprise en équipes autonomes. Et ces équipes autonomes vont prendre en charge chacune une famille, un processus ou une famille de processus eux-mêmes autonomes. Donc, du coup, on va se retrouver dans une structure dans laquelle on va avoir des équipes qui sont autonomes, ayant en charge un certain nombre de processus qui sont représentés par ces sinusoïdes. Ces équipes vont pouvoir exécuter et réaliser les processus dont ils ont la charge, et chaque fois qu'ils auront besoin éventuellement d'avoir une évolution ou de considérer que des échanges ou des modifications de l'environnement demandent des modifications au sein de l'équipe, mais qui ont des répercussions sur d'autres équipes, alors elles vont se réunir sous forme de groupes, lesquels groupes vont décider de ce qu'il est bon de faire pour le bien-être de l'ensemble de la structure et vont retourner chez elles dans les équipes pour les mettre en œuvre sans avoir besoin d'autres ressources et d'autres décisions. Et on voit au milieu de cette structure ce qu'on appelle un cercle, ici le cercle de niveau 1, qui est composé de représentants de chacune de ces équipes et de leurs pilotes pour chacune d'entre elles, qui vont, elles, se réunir dans ce cercle pour justement
prendre en compte les problématiques qui sont assez compliquées à résoudre au niveau de l'ensemble des équipes, qui vont également essayer de donner des orientations à moyen terme pour l'ensemble de cette structure et qui vont également éventuellement orienter les décisions locales qui sont un petit peu délicates et pour aider justement les leaders, les pilotes leaders des équipes éventuellement à prendre certaines décisions un peu difficiles à prendre. Et là, on a une structure normalement qui est tout à fait valable et applicable pour une PME. Lorsque l'entreprise est plus importante, elle va probablement multiplier ses structures par secteur géographique, par produit, par tous les types d'activités qu'elle va avoir. Donc, elle va multiplier ces types de structures de base. Et ensuite, il va probablement falloir créer des cercles de niveau 2 qui vont être constitués de représentants de ceux qui sont dans le cercle de niveau 1 pour les représenter à un cercle de niveau 2 où on aura besoin d'avoir une vision stratégique beaucoup plus large et qui, à ce moment-là, demandera probablement des compétences un peu plus importantes, car les difficultés de compréhension de cet ensemble et de cette globalité sera plus importante. Dans une entreprise, dans une multinationale, on pourra éventuellement avoir jusqu'à 3 niveaux. Normalement, avec 3 niveaux, on doit pouvoir décrire n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille. Alors, ce qui est important, c'est que la mise en œuvre de la démarche qui est proposée dans le livre, en fait, elle peut s'appuyer et elle va être soutenue par un certain nombre d'instruments. Alors, ces instruments sont de plusieurs types. Il va y avoir des méthodologies qui vont guider. Alors, ces méthodologies, c'est par exemple la démarche processus qui est très importante dans les premières étapes. Il y a également, il peut y avoir éventuellement l'allocratie qui est un outil, mais qui en même temps est également une démarche, une méthodologie également pour mener un certain nombre de transformations. On va avoir des instruments qui vont améliorer les opérations, comme par exemple les outils de description des processus, des outils d'amélioration des processus dans leur déroulement, etc. On va avoir également des instruments technologiques. Là, ça va être essentiellement de l'informatique, voire de l'intelligence artificielle, pour d'une part réduire justement les dépendances des processus avec les autres processus et les autres équipes, et en même temps pouvoir remplacer un certain nombre de décisions qui se prennent à différents niveaux et pouvoir les automatiser de manière à ce que l'autonomie des équipes et des processus soit de plus en plus importante. Enfin, des instruments humains, on dit des instruments, mais en fait, ce sont tous les moyens humains qu'on pourra mettre en œuvre, comme comment est-ce qu'on fait une réunion, comment est-ce qu'on organise une réunion et on l'amène, comment est-ce qu'on prend une décision consensuelle. Et dans l'holacratie, il y a un certain nombre de méthodes et de moyens de s'y prendre pour que le bien-être des individus puisse être développé étape après étape. Voilà. Alors évidemment, quand on a dit tout ça, on peut dire tout ça, ça relève d'une idéologie et que ça s'applique peut-être pas partout. Et en fait, ça répond uniquement à une logique industrielle parce que l'agilité et l'intelligence collective sont aujourd'hui des caractères indispensables à la survie et à la croissance de toute entreprise. Ça signifie que la question n'est plus de se demander est-ce que l'entreprise doit être libérée, mais maintenant c'est comment elle doit être libérée. C'est vraiment indispensable pour les décennies qui viennent et c'est cela que j'explique dans mon livre. Voilà, une illustration de ce que je viens de dire pour bien comprendre ce qu'on entend par une entreprise libérée. Eh bien, savez-vous quelle différence il y a entre une pieuvre et un ordinateur? Eh bien, quand on regarde, c'est que tous les deux disposent d'une unité centrale. Donc, pour la pieuvre, c'est son corps et sa tête. Pour l'ordinateur, c'est l'unité centrale qui donne les ordres périphériques. Chez la pieuvre, chaque tentacule est indépendante et peut réagir indépendamment de la mémoire centrale. Ce sont la mémoire, la tête de la pieuvre, c'est elle qui coordonne uniquement les mouvements et qui assure la survie de l'animal. Alors que dans un ordinateur, c'est l'unité centrale qui donne les ordres aux périphériques. Eh bien, une entreprise libérée
elle relève plus du fonctionnement du poulpe plutôt que de celle de l'ordinateur. Et cette image va bien vous montrer ce qu'on entend par entreprise libérée et en quoi elle diffère d'une gestion traditionnelle des entreprises. Voilà, tout ceci est exposé en détail dans mon livre, L'entreprise libérée, pourquoi, comment. Et maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, j'attends, si vous voulez vous exprimer, soit par écrit, soit par oral.